cette affaire. Nous sommes en 1933. Nous sommes en 1933 et Hitler est élu chancelier d'Allemagne. À partir de ça, pas Churchill, mais Hitler va petit à petit casser ce qui avait été installé autour de l'Allemagne par le traité de Versailles de 1919. Donc il va casser cette étreinte petit à petit en s'alliant progressivement avec chacun des pays. Le traité de 1919 avait cherché à l'enserrer de manière à ce qu'il ne devienne plus une menace sans aller jusqu'au bout. Ce que voulaient les Français, Clémenceau, Foch, etc., c'était que ça devienne un pays indépendant. De manière à ce que, comme la Russie voulait une Ukraine indépendante, on tienne les ponts sur les reins, de manière à ce que cette affaire-là ne puisse pas se passer. Roosevelt, mais Wilson s'y est opposé. Et donc, en fait, ça va être au début une zone neutre, comme vous le savez, mais appartenant à l'Allemagne. Et l'Allemagne va s'en emparer extrêmement vite, puisqu'en 1936, c'est effectivement la remilitarisation de la Rhénanie. Nous aurions pu intervenir à ce moment-là, ce que j'ai répété plusieurs fois sur le bateau, il n'y avait pas d'armes nucléaires, on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'armée idoine pour le faire, parce que notre armée est une armée profondément défensive, qui est incapable de se projeter. Et donc on ne le fait pas, et donc comme on est une armée défensive qui refuse la guerre, eh ben, on va en permanence reculer au fond, parce qu'on n'a pas l'outil militaire qui permet véritablement d'arrêter la poussée d'Hitler. À partir en 1938, on a l'Anschluss, c'est-à-dire que l'Allemagne se saisit de l'Autriche. Ensuite, on va avoir l'affaire des Sudètes, où l'Allemagne s'empare de la bordure ouest de la Tchécoslovaquie. Là, on sent bien qu'il faut faire quelque chose, et donc on va déclencher la conférence de Munich de septembre 1938. On a Daladier, le français, et Chamberlain, l'anglais, qui retrouvent Hitler à Munich. Et là, évidemment, on va céder à Hitler. Daladier et Chamberlain savent bien qu'au fond, il va continuer, mais pour gagner un peu de temps, on dit, on va rien faire. On fait semblant de croire Hitler, qui dit, je vais arrêter ma conquête là où elle est maintenant. Et naturellement, c'est faux. Et alors, on a, à la fin de la conférence de Munich, on a Daladier qui rentre en France et Chamberlain qui rentre en Angleterre. Chamberlain rentre en Angleterre et Churchill a un mot fameux que vous devez connaître. Vous avez préféré la honte à la guerre, eh bien vous aurez les deux. Et Daladier, lui, rentre avec dans son petit avion, et le seul aéroport de Paris, c'est le Bourget. Et donc il est au Bourget, et il voit de loin, en haut, il voit qu'il y a une masse énorme de Français à côté des pistes, et qui sont là comme ça, et il dit à son pilote, et surtout ne te pose pas, les Français ont compris, je vais me faire lyncher. Et donc le pilote dit, ok, je peux tourner un moment, moi ça ne va pas durer éternellement non plus. Alors il tourne un moment, il y a plus en plus de Français en bas, et le pilote dit, bon maintenant Monsieur Chamberlain, vous choisissez, Monsieur Daladier, vous choisissez, soit vous mourrez tué par la foule, soit on s'écrase dans la demi-heure qui vient. Bon, il dit, écoutez, tentons tout pour le coup, je vais me poser. Et quand il descend près de la foule, il voit que les Français, les Parisiens qui sont là, ont des petits drapeaux français et sont en train de faire ça, et de l'acclamer. Là, il a un mot qui restera fameux, je ne sais pas si vous le connaissez, il dit « Ah, les cons ». Un mot réel, parce que lui savait, et il se rendait bien compte que les Français n'avaient pas du tout compris ce qu'il allait se passer. Et effectivement, vous pouvez le Wikipédia, hein, c'est vrai. Et évidemment, Hitler ne s'arrête pas là, et donc il va conquérir l'intégralité de la Tchécoslovaquie. Là, il se passe que l'Italie se dit, l'Italie fait copain avec Hitler, enfin Mussolini, pas les Italiens, parce que les Italiens ne sont pas fascistes, c'est pas les Italiens, c'est Mussolini et son petit parti. Du coup, Mussolini reprend ses rêves de grandeur et va conquérir l'Albanie. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne
Et compte tenu du pacte germano-soviétique, les Russes viennent s'emparer de l'autre partie de la Pologne. Et pour la deuxième fois de son histoire, la Pologne disparaît de la carte. La première fois, c'était Catherine II qui avait conquis la Pologne. Donc la Pologne disparaît. Alors les pays se disent, oh là là, j'ai bien compris qui était fort, et donc ils vont évidemment s'allier avec l'Allemagne en disant autant se mettre plutôt du côté du manche que du côté du marteau, ce qui a quand même une certaine logique. À partir de là commence la drôle de guerre, c'est-à-dire qu'on va rester enfermé là depuis le début de la guerre en Pologne, et les Allemands se massent à côté, et on ne sait pas évidemment par où ils vont attaquer. Les Allemands ont besoin de l'ouvert du Skagerrak. La Première Guerre mondiale, il y a une grosse flotte allemande, mais elle reste dans la mer Baltique, elle ne peut jamais sortir, parce que les Allemands vont perdre la bataille du Jutland, et que finalement les Britanniques vont bloquer la flotte allemande là-bas, et donc elle ne rentrera pas en fait dans la guerre, cette flotte allemande. Et là, prévoyant ce qui va se passer, les Allemands vont se saisir du Danemark, et évidemment juste après, nous réagissons. Il y a une attaque franco-britannique contre les Allemands en Norvège. Et là, Hitler se rend compte que nous sommes incapables de nous battre, parce que ça fait 20 ans qu'on est dans une posture défensive. Quand on envoie les troupes là-bas, les soldats se battent bien, mais on est mauvais. Et à partir de ce moment-là, Hitler comprend que l'armée française n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle prétend être. Le 10 mai, les Allemands attaquent au nord, l'armée française traverse le Kievrin. Le 13 et 14 mai, vous vous en rappelez, l'armée, avec le plan von Manstein, va enfermer l'armée française et la pousser dans la poche de Dunkerque. À partir de ce moment-là, toute la partie nord de la France devient zone occupée. Le reste, dont l'Afrique du Nord, restant sous la férule de l'excellent maréchal. Hitler a cherché à négocier avec Churchill, et on a vu hier que Churchill a refusé, donc il lance la bataille d'Angleterre qui va être gagnée par les Britanniques. Göring lui-même va arrêter cette affaire-là parce que il va dépenser une grande partie de son aviation dans cette guerre-là, et comme lui sait qu'il faut qu'il reparte en Allemagne, il va dire on va laisser tomber l'Angleterre pour aller se concentrer sur la Russie. Pardon. Les Albanais cherchent à attaquer la Grèce, mais les Anglais viennent et empêchent les Italiens de prendre la Grèce, et les Anglais du coup vont en profiter pour repousser les Italiens hors de l'Albanie, ce qui va amener les Allemands à aider les Italiens, et au passage ils vont prendre la Yougoslavie de manière à assurer la continuité territoriale, et du coup ils vont descendre jusqu'en Grèce parce que eux sont meilleurs que les Anglais. Et les Anglais vont aller se réfugier en Crète. Les Allemands ont besoin de la Méditerranée orientale parce qu'ils ont besoin d'aller prendre le pétrole. Il n'y a pas beaucoup de pétrole en ce temps-là. Il y a du pétrole en Roumanie, dans les puits de pétrole de Ploesti. Il y a du pétrole, non pas dans le Golfe, ou un tout petit peu, mais il y en a pas du tout en Libye, mais il y en a du côté d'Alexandrie. Du côté d'Alexandrie, il y en a en Égypte. Et pour aller chercher ce pétrole-là, il faut dominer la Méditerranée orientale, et la Crète est quelque part le verrou de cette Méditerranée orientale. Le 21 juin 1941, c'est l'opération Barbarossa, dans laquelle les Allemands vont complètement enfoncer les Russes. Ils n'y vont pas de main morte, ils vont attaquer avec 3 500 000 hommes. 3 500 000 hommes. Derrière, l'armée russe va s'effondrer.
pour un certain nombre de raisons. La première des raisons, c'est qu'on a dit à Staline, on n'a pas osé dire à Staline que les Allemands allaient attaquer. Et donc on n'a pas osé lui dire, et donc pour que Staline réagisse, il faudra, et les généraux n'osent pas lui dire, sinon ils sont fusillés. Donc on va attendre que les chars russes aient commencé à rentrer en Russie pour que Staline réagisse. Staline réagit, mais il réagit trop tard. D'autre part, l'armée russe est faible parce que Staline, on sort des grandes purges de Staline et les 9/10 des généraux ont été fusillés. On sait que les généraux ne sont pas très compétents, mais il en faut quand même quelques-uns pour commander l'armée. Donc on a une armée qui va reculer, qui est plus commandée. Et les chars russes, certains sont allés à Moscou ici, les chars russes arrivent au niveau de l'actuel aéroport international de Moscou, c'est-à-dire qu'ils sont à 10 km du Kremlin. Et donc Staline, il va se battre véritablement adossé au Kremlin, d'où sa panique et d'où sa demande à l'Amérique de venir l'aider. On verra ça tout à l'heure. C'est 3 millions, tu dis 3 millions. Ouais, je t'écoute. 3,5 millions de soldats. De soldats. Ouais, non, c'est effrayant, mais c'est que allemand ou du coup avec non, tout, non, il en prend quelques-uns, il en prend quelques-uns ailleurs, mais c'est assez fascinant le nombre de soldats que l'Allemagne arrive à lever en permanence. Et à la fin, elle arrivera à se battre parce que c'est des gamins de 10 ans et les vieux pépés de 80 qui vont continuer à se battre dans Berlin contre l'arrivée des Russes. Là, on vient de voir le débarquement d'Afrique du Nord. Pourquoi est-ce qu'on débarque en Afrique du Nord? On verra tout à l'heure, mais admettons que vous vouliez aller prendre Berlin. Vous dites, je vais aller prendre Berlin. Bon. Pour aller prendre Berlin, et vous habitez à Baltimore. Quand vous voulez prendre Berlin, vous habitez à Baltimore. Vous ne pouvez pas débarquer directement, faire un Baltimore-Berlin. Ça n'existe pas. Donc il faudra bien que vous arrêtiez, que vous vous réorganisiez et que vous attaquiez. À partir d'où pouvez-vous aller viser le cœur de l'Allemagne? Il faut que vous vous arrêtiez, que vous vous rétablissiez et que vous redémarriez. Donc il vous faut un énorme porte-avions sur lequel vous allez amasser des millions d'hommes avant de les relancer. Donc d'où vous pouvez le faire? La Suède. Comment? Je peux le faire de la Grande-Bretagne. D'où est-ce que je peux le faire encore? L'Espagne, le Portugal, on sait qu'il y a un mec qui s'appelle Franco, et l'autre il s'appelle comment? Salazar, je crois. Ils ne sont pas trop pour la démocratie ni la liberté, les gars. Et donc, on sait que Hitler a aidé ici à Guernica le camarade Franco. C'est pas des copains des Américains. C'est pas des copains des Américains. Et donc, ça, c'est pas possible. Donc, d'où est-ce que je peux le faire? Oui, c'est pas absolument impossible d'aller le faire depuis la Suède. Bon, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, mais c'est possible. Mais je peux le faire d'ici, et d'où je peux le faire encore? De la France. Du sud de la France. Oui, mais il se trouve que la France, pour l'instant, c'est occupé par les Allemands. D'accord? D'où est-ce que je peux le faire? Je peux le faire d'Afrique du Nord. D'accord? Les deux gros porte-avions, effectivement, c'est la Norvège et la Suède. La Suède, c'est un peu compliqué parce que c'est dans la Baltique qui est tenue par les Allemands. La Norvège, on peut peut-être y aller. Et effectivement, les trois plans qui vont apparaître possibles aux Allemands, c'est qu'on va être attaqué soit de la Norvège, soit de la Grande-Bretagne, soit de l'Afrique du Nord. Soit directement vers Toulon, et je remonte, soit par l'Italie. D'accord? L'Allemagne, elle réfléchit son ennemi quand même. Elle s'est dit, voilà. Et nous, Roosevelt sait qu'il y a trois différentes possibilités. Ok, et donc je débarque là d'abord pour sécuriser l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord, pour l'instant, elle est tenue par les troupes françaises qui sont sous les ordres de Vichy, ce qui veut dire que demain matin, les troupes allemandes peuvent venir. Donc j'ai besoin de sécuriser. J'ai aussi besoin de rattraper les troupes allemandes, parce que les troupes allemandes sont parties vers Alexandrie de manière à aller prendre le pétrole. Et si je ne fais rien, elles vont y arriver, et donc elles vont avoir un approvisionnement en pétrole, et donc je vais me priver d'une grande faiblesse, enfin je vais redonner de la force à l'Allemagne. Je dois absolument empêcher l'Allemagne de se saisir du pétrole. Ok, donc on va débarquer ici. On débarque ici, du coup la zone libre devient zone occupée, parce que les Allemands ont bien compris qu'il y avait un vrai danger ici, et que donc il faut absolument qu'ils tiennent la côte méditerranée. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous êtes allé à Marseille, si évidemment, si vous voyez le nombre de blocos qui a été installé là, c'est absolument considérable par les Allemands. C'est une côte qui est véritablement défendue comme le mur de l'Atlantique. Qu'est-ce qui s'est passé là, je ne sais pas. Alors là, il se passe que les troupes américano-anglaises ont poussé pour aller tenter de remonter par l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé également? C'est que les troupes de Montgomery viennent de repousser l'Africa Corps
le long du golfe de Sirte et de le renvoyer vers Tunis et vers Bizerte. Ce qui est intéressant là, c'est que l'Italie avait, Mussolini avait attaqué l'Albanie, et puis il a cherché à reconquérir l'Éthiopie. Et comme ils n'y arrivent pas, et qu'ils se font casser la gueule par les Anglais, les Allemands envoient l'Africa Korps, qui va passer par le détroit de Sicile, pour aller les aider. Et l'Africa Korps est bien meilleur que l'armée britannique, la 8e armée britannique, et donc l'Africa Korps va repousser les Anglais. Et les Anglais reculent jusqu'à Alexandrie, et ils n'arrivent pas à se rétablir. Ils tiennent à Tobruk, et puis à un moment donné, Tobruk tombe. Vous vous rappelez, taxi pour Tobruk, Tobruk tombe. Et à ce moment-là, l'Africa Korps peut aller jusqu'à Tunis et Bizerte. Et là, il faut absolument les arrêter. Et Montgomery va les arrêter à El Alamein. Est-ce que vous savez quel est le facteur qui va permettre, quel est l'effet majeur, quelque part, qui va permettre à Montgomery d'arrêter les Allemands à El Alamein? Non. C'est une grande victoire française. C'est la première grande victoire française de la guerre. Ça s'appelle Bir Hakeim. Vous voyez pas ce que c'est, Bir Hakeim? C'est le pont à Paris. C'est un pont à Paris, ça sur le métro, mais auparavant, c'est une grande bataille. C'est-à-dire que Montgomery est en train de reculer et dans ses troupes, il a une grosse division, quoi. Enfin, il a 10 000 hommes français commandés par le général Koenig et il donne l'ordre à Koenig de se sacrifier pour arriver à gagner du temps de manière à ce que les Anglais puissent reculer brutalement, sans être sous la pression des Allemands, et installer un dispositif défensif à Alexandrie. Et donc, Koenig, évidemment, prend cette mission à son compte, et il va se défendre à Bir Hakeim. Quand tu retourneras là-bas, tu verras les photos de Bir Hakeim, c'est plat, comme ça. Et il fait enterrer son armée, et ils vont tenir 15 jours sous un feu nourri de 30 000 Italo-Allemands qui n'arrivent pas à passer contre la fureur défensive des Français. Et donc, grâce à cette victoire de Bir Hakeim, les Anglais peuvent s'installer. Et quand Montgomery a gagné suffisamment de temps, il passe un câble à Koenig. Il lui dit, OK, vous avez rempli votre mission, maintenant vous pouvez partir. Koenig a sa division qui est pratiquement complètement détruite. Il donne l'ordre, il dit à tout le monde, écoutez, c'est terminé, maintenant vous partez comme vous voulez, on se retrouve tous à El Alamein. Et donc on voit l'armée française, enfin ce qu'il en reste, en jeep, en camion, partir sous le feu et repartir vers El Alamein. Et cette défense absolument héroïque de Koenig va résonner ensuite dans l'armée française en disant, vous voyez, on est capable de tenir face à 30 000 Allemands et Italiens alors qu'on n'est que 10 000. Et De Gaulle va envoyer un câble à... Maintenant, on ne dit plus câble, on dit SMS, je crois. Bon, il envoie un câble à Koenig et qui sert, on ne le voit plus maintenant, mais il y a un grand monument à la gloire de cette bataille porte-maillot, avec des lances qui partent dans tous les champs. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, on ne le voit pas parce qu'ils font la grande gare. Mais dessus, il y a le texte du câble de Gaulle qui dit au général Koenig, Général Koenig, sachez et dites à vos troupes que la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. C'est du grand France, c'est du grand De Gaulle, quoi. Et donc là, ils vont se battre, ils se battent jusqu'à la fin. Bon, à partir de là, Montgomery s'arrête. Et là, on est dans les lignes de communication de Rommel sont complètement allongées le long du golfe de Sirte, donc il est faible. C'est l'affaire des Coréens. Et là, Montgomery va le repousser vers Bizerte et Tunis, auquel évidemment les Allemands s'accrochent parce que c'est leur cordon ombilical, parce qu'ils ne reçoivent leurs munitions qu'à travers la Sicile, à travers l'Italie et la Sicile. Donc s'ils perdent les ports de Bizerte et de Tunis, c'en est fait évidemment de leur propre défense. Donc ils vont s'accrocher à ça, ils vont donc même lancer des attaques assez fortes, et à ce point que c'est Eisenhower qui commande ici, et les troupes américaines sont quasiment rejetées à la mer. À la fin, Eisenhower reprend le commandement et gagne la bataille, mais l'histoire anglo-américaine a quasiment failli se terminer là. Bon, l'affaire est arrêtée, et les Allemands sont faits prisonniers, j'en ai parlé hier, et à ce moment-là, en juillet 1943, c'est l'opération Husky pour reconquérir la Sicile. Donc on a une opération attaquée par Catane,
sur la côte est, et Patton qui va faire le tour, au contraire, par qu'est-ce que c'est la capitale? Par la capitale de la Palerme. Sicile. Comment? Palerme. Oui, Palerme. Et donc, ils attaquent par Palerme, ils ne prennent pas le cœur, et ils vont aller chercher à se saisir du port de Messine, puisque quand on prend Messine, on prend l'île. C'est l'effet majeur des deux. Une fois que si je prends le port, j'ai tout pris. Et donc les Allemands, quand ils sentent évidemment que le port va être pris, ils dégagent et ils repassent en Italie. En septembre 1943, c'est l'opération de conquête de l'Italie. Les Anglais et les Américains débarquent à Salerne, c'est juste sous la presqu'île d'Amalfi, dans des conditions terribles, parce qu'ils ne sont pas encore bien entraînés, et donc les Allemands les rejettent quasiment à la mer. Une deuxième fois, l'histoire aurait pu se terminer. Finalement, ils arrivent à prendre. Et là, les Allemands vont se défendre. Mais les Allemands qui sont des malins, ils ne vont pas se défendre partout, parce qu'ils connaissent aussi le principe d'effet majeur. Donc ils vont se défendre à l'endroit où ils peuvent se défendre. Vous connaissez l'Italie. L'Italie, c'est une montagne dans la mer. Et puis, il y a des endroits où il y a des plaines côtières, des endroits où il n'y a pas de plaines côtières. Et il y a un endroit où il n'y a pas de plaine côtière, c'est sur la ligne, je reviens à ça dans une minute. Je montre juste que là, le drapeau est désormais n'est plus italien, il est allemand. Pourquoi est-ce qu'il est allemand? Et ça, c'est un pari important fait par les Américains. Le renseignement leur a montré que la population italienne n'aimait pas Mussolini. Et que donc il était probable que si eux-mêmes débarquaient en Italie, alors l'armée se rendrait et la population deviendrait pro-américaine. C'est exactement ce qui s'est produit. Le général Badoglio se rend et dit maintenant on est de votre côté. Ce qui a l'effet attendu par les Américains, c'est-à-dire que les Allemands sont obligés de dégager pas mal de troupes qu'ils ont dans le nord de l'Europe pour venir tenir maintenant l'Italie. Okay, les Allemands ne défendent pas, ils vont défendre la ligne Gustave, que vous connaissez parce qu'il y a une montagne dont vous connaissez le nom, enfin la ligne Gustave. Pompéi? Non, c'est pas loin, t'as raison, c'est pas loin, mais c'est pas Pompéi. Non, Monte Cassino. Monte Cassino, ça vous dit rien? C'est une bataille absolument extraordinaire où les Américains vont se battre pendant de septembre 43 à juin 44 sans arriver à passer. Ils n'arrivent pas à passer. Ils bombardent. Les Allemands qui se battent comme pas des chiens, les honneurs, des aspics. Des aspics qui se battent tout le temps. Ils sont en termes tactiques, ils sont beaucoup plus forts que les Américains. Les Américains ne sont pas forts, eux sont forts. Les Américains, ils bombardent, mais eux sont bons. Et donc, ils vont se défendre sur cette ligne-là pendant de septembre à juin 1944. C'est possible de leur dire pourquoi est-ce qu'au final, au milieu de tout ce merdier, Hitler ne s'est jamais intéressé à la Suisse, en fait? Il ne s'est jamais intéressé à la Suisse parce que, tu sais, il fait comme toi. Il dit avantage-coût. Avantage-coût. Et il a compris qu'il y avait un truc qui existait, il n'y a pas du tout d'océan, il y a une montagne en Suisse. Et que pour aller conquérir la Suisse, tu vas dépenser 200 000 hommes qui ne servent à rien. Une fois que tu es à la Suisse, tu n'as rien. D'accord? Et au contraire, ils ont besoin de l'argent de Suisse. Ils ont besoin de l'argent de Suisse. Et donc, ils ne vont pas conquérir la Suisse. Et là, la Suisse a mis en place un système de défense qui s'appelle celui du réduit. Et les Allemands savent. Les Allemands savent que s'ils attaquent la Suisse, ils auront toute la plaine qui est du côté français, entre le Jura et les Alpes, mais qu'ils n'auront que ça. Et que donc, de toute façon, ils n'arriveront pas à prendre la Suisse. Et que ce n'est pas la peine d'aller engager des centaines de milliers d'hommes pour prendre quelque chose qui n'a aucun intérêt stratégique. Aucun. Et donc, il n'y a pas de raison d'aller dépenser, ça ce serait contre l'idée même d'effet majeur, d'aller dépenser sa valeur pour aller prendre la Suisse qui n'a strictement aucun intérêt. Il y a de l'or dans ses banques quand même, non? Comment? Il y a de l'or dans les banques. Ouais, mais il suffit de demander, ils donnent, tu sais. Quand tu es allemand, ils sont polis, c'est pas... Bon. Et donc... à partir de ce moment-là, vont commencer les grandes campagnes de bombardement, comme vous dites. Là, la même chose. Je vais aller attaquer les usines, je vais aller attaquer les casernements allemands, les mairies, les machins, pour arriver à détruire l'armée allemande et à détruire le moral de la population. Comment ils savent où se trouvent ces éléments stratégiques, ouais, sachant qu'ils n'ont pas de satellite comme à la radio, ouais, avec Poutine, ouais, où aujourd'hui il y a des
des éléments qui nous permettent de les identifier Oui. de façon très claire. Ouais. Là, Ouais. c'est qu'il y a des espions, c'est que... Mais, alors d'abord, il y a des cartes, tu vois, et la guerre, elle vient d'être déclarée. Les usines, tu les déplaces pas comme ça. Donc, mais tu as raison de dire que les Allemands, au fur et à mesure que la guerre va avancer, vont reculer leurs usines vers l'Est. Parce qu'ils savent bien que la portée des avions américains est pas gigantesque. Enfin, elle n'est pas gigantesque. Elle permet d'aller frapper la roue un peu derrière. Et donc, toutes les usines vont être démontées et repartir vers l'Est. Et donc, il va falloir que les Américains trouvent des nouveaux avions avec des nouveaux réservoirs pour aller être capables de frapper là-bas. Et alors, naturellement, ils ne frappent pas n'importe quoi. Et ils sont là en particulier parce que pour l'instant, le pétrole allemand vient des puits de pétrole de Ploesti. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent en Italie, parce qu'ils ne peuvent pas bombarder depuis l'Afrique du Nord, ils ne peuvent pas, tirer depuis la Sicile, il faut véritablement qu'ils aillent dans les Pouilles. Donc ils vont installer une grosse base aérienne dans les Pouilles, de manière à pouvoir bombarder tous les jours les bases aériennes de Ploesti. Les puits de pétrole, pardon. Les pétroles américains, les Anglais, qui Bah, L'Amérique n'a jamais eu de problème de pétrole. Au Texas, La logistique, elle vient des États-Unis. Ouais, enfin, c'est jamais été un problème pour les Américains. Ça n'a jamais été un Mais problème. ils Ils l'emmènent, ils ont des tankers, ils n'ont jamais eu de problème. D'accord. Et alors, ensuite, là, ils vont attaquer les usines. Alors, à votre avis, ils ne peuvent pas attaquer partout. Ils n'ont que quelques avions et ils n'ont que quelques tonnes de bombes. Ils ne peuvent pas attaquer partout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont attaquer sur le territoire allemand? Qu'est-ce qui les intéresse? Alors, les usines d'armement. Mais je ne peux pas taper toutes les usines d'armement. Il y a les usines d'armement et puis il y a les usines de production de pétrole synthétique. Donc ça, les usines de pétrole synthétique, ils vont les matraquer systématiquement. Et là encore, je ne peux pas les déplacer comme ça, quoi. Elles existent, ils ont des cartes, ils savent où c'est. Et puis, non, mais dans les usines d'armement, qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Parce que des usines d'armement, il y en a partout. Quelle est la pièce? Et là, ils sont quand même vachement malins. Quelle est la pièce qui fait que si vous ne l'avez pas, il n'y a pas un avion qui roule, il n'y a pas un avion qui décolle, il n'y a pas un bateau qui flotte et il n'y a pas un char qui roule? Qu'est-ce qu'il y a dans toute mécanique? Les roulements à billes. Et les roulements à billes. Donc, centre de gravité, effet majeur, ils vont aller attaquer uniquement les usines de roulement à billes. Parce qu'ils ne peuvent pas tout bombarder. Et parce que je dois mettre ma valeur là où elle paye. Donc je ne tarde pas. Surtout, suivant le précepte de Clausewitz, je ne vais pas frapper la puissance, je vais frapper la source de la puissance. Et la source de la puissance, en quelque sorte, c'est mes roulements à billes. Alors, les Américains, ne pouvant franchir la ligne Gustave, vont faire un débarquement. C'est le général Lucas qui va le conduire avec 40 000 hommes. Et là, le général Lucas va faire changer le cours de la guerre. C'est-à-dire qu'il est passé derrière la ligne Gustave, rien ne l'empêche dans les 3 jours d'aller prendre Rome, et ce type-là a peur. Il dit, je ne sais pas où j'en suis, donc il n'a pas le courage de le faire après minuit, et il attend suffisamment pour que les Allemands arrivent à ramener suffisamment de troupes pour le bloquer. Churchill dira de ces 40 000 hommes qu'ils étaient comme une grosse baleine échouée sur le sable d'Anzio parce qu'ils n'ont pas bougé. S'il avait réussi sa percée à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de débarquement en Normandie. Parce que les Américains ont toujours de fer au feu. Ils ont l'idée de rentrer par là, mais ils ont toujours cette idée de rentrer éventuellement par le col du Brenner ou par la haute vallée de l'Adige. Parce que là, il y a une possibilité qui est plus étroite. Mais si j'ai cassé ce qu'il faut, je peux arriver à rentrer en Allemagne sans me taper tout le détour par là-bas. Donc en rentrant par le Brenner et en remontant depuis l'Autriche. C'est une possibilité. Donc ils ont toujours ces deux possibilités. Et celle-là va quasiment mourir parce que le général Lucas, acte tactique qui a une portée stratégique, ne va pas oser attaquer, alors qu'en fait, les portes de Rome lui étaient ouvertes. Donc les Allemands l'arrêtent. Les Américains vont bombarder avec efficacité et sauvagerie. Avec efficacité, pourquoi? Parce que leur problème, c'est un problème d'allonge de leurs chasseurs. Parce que leurs bombardiers peuvent aller jusqu'à Berlin et même jusqu'en Allemagne de l'Est en décollant d'Angleterre, mais pas leurs chasseurs qui ont les pattes trop courtes. Et donc, il va falloir qu'ils inventent un truc qui sont d'abord les réservoirs. Vous avez peut-être vu des gros réservoirs en aluminium là, qu'on colle sous les ailes et qui vont donner l'allonge suffisante pour que les bombardiers soient accompagnés par les chasseurs jusque sur leur cible.
quand les bombardiers n'étaient pas accompagnés, il y en avait 1 sur 2 qui était descendu. Donc le rendement était extrêmement faible. À partir de ce moment-là, au contraire, c'est le Luftwaffe qui commence à souffrir. Et à la fin, elle souffre tellement pour empêcher les bombardements qu'elle va être petit à petit désintégrée. Et à la fin de la guerre, les Américains ont une très très large supériorité aérienne, supériorité qu'ils n'avaient pas du tout au début. Ce n'est pas parce que les Allemands ne produisent pas d'avions, parce qu'ils en produisent beaucoup, ils en produisent rapidement. Mais qu'est-ce qui va manquer assez rapidement aux Allemands? Les pilotes. Les pilotes, parce que pour former un pilote, il faut 5 ans. Un avion, c'est 2 mois. Un pilote, c'est 5 ans. Et donc, à la fin de la guerre, il faut monter des mecs qui ont à peine passé le permis de conduire en mode automatique, là, qui montent en l'air et qui se font dézinguer immédiatement par les Britanniques et les Américains. Quand je dis qu'ils le font de manière sauvage, c'est-à-dire qu'ils vont commettre un certain nombre de crimes contre l'humanité, les Américains. C'est-à-dire ils vont se dire exactement comme M. Poutine aujourd'hui, on va casser le moral de la population, et donc ils vont lancer ce qu'ils appellent les 1000 plane attack, c'est-à-dire qu'on a des raids de 1000 avions qui partent pour détruire les villes. C'est là, à cette époque-là qu'ils vont détruire Dresde, 80 000 morts en une nuit, Hambourg, 100 000 morts en une nuit. Bon, Hitler n'avait pas été mieux, parce qu'il avait détruit Coventry en octobre 40, il avait tué je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'hommes. Mais je veux dire, en termes de crimes de guerre, tout le monde s'y connaît quand même. On n'est pas, alors ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Et sur cette affaire-là, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous ne vous rappelez pas qui est McNamara, mais McNamara, c'est le secrétaire à la défense de Kennedy P. Johnson, et c'est lui qui mène la guerre au Vietnam. Et ce type-là, il ne combat pas là, mais il combat au Japon. Et c'est lui qui conçoit, c'est un grand mathématicien ce type-là, et c'est lui qui conçoit les raids de destruction du Japon. Et on parle d'Hiroshima et Nagasaki, mais ça c'est de la pipi de rançonner, parce qu'avant ils ont détruit Tokyo avec des bombes incendiaires, 500 000 morts, c'est infiniment plus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les mémoires de McNamara, vous pouvez les lire, en anglais ça s'appelle In Retrospect, ce qui veut dire en fait en souvenir, et il dit « Heureusement que nous avons gagné la guerre, parce que sinon, je sais bien qui se serait retrouvé sur les bancs des accusés à Nuremberg. » Donc ils ont bien conscience qu'ils ont fait des choses qui étaient totalement répréhensibles du côté évidemment du droit de la guerre. Bon, et donc on a la guerre. Alors, si toi tu posais la question de l'avancée des Russes, tu vois que là ils sont déjà passés en Ukraine. Là, on voit que l'armée américaine va passer. Alors, il faut se souvenir quand même de ce qui s'est passé en Ukraine. Hein, il faut se souvenir, parce qu'il y a un vieux contentieux entre les Ukrainiens et les Russes. Il faut se rappeler qu'entre 1932 et 1933, les Russes ont voulu, Staline a voulu punir l'Ukraine. Et donc, il a organisé la famine en Ukraine. Et on a eu, entre 1932 et 1933, ce que les Ukrainiens n'ont pas oublié, qui s'appelle Holodomor. S'il appelle Holodomor, on va avoir 4 millions d'Ukrainiens qui vont mourir en 2 ans. C'est-à-dire que Staline va faire mourir 5000 Ukrainiens de faim chaque journée de ces 2 années. Et ça, ils ne l'ont pas oublié, les Ukrainiens. Et c'est pour ça que, en fait, quand les Allemands sont passés pour aller au début de l'opération Barbarossa, on va voir beaucoup d'Ukrainiens qui vont rentrer dans les troupes nazies. D'accord? Et ça vient de là, pour aller se battre contre les Russes, qui les ont martyrisés. Et ensuite, évidemment, les Allemands vont repartir, et ces Ukrainiens-là vont entrer en résistance. Ils vont rentrer en résistance dans les Carpates, les montagnes qui sont juste à l'est de l'Ukraine, et dans les marais du Pripet, qui sont entre la Biélorussie et l'Ukraine. Ils vont se battre 12 ans. Ils vont se battre entre 42 et 54. Entre 42 et 54. Et il faudra 12 ans à Staline. Staline est mort depuis 1 an en 54. Mais il faudra 1 an. Il faudra 12 ans pour arriver à les extraire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les Ukrainiens se mettent à résister, ils savent faire, quoi. Ils ont déjà fait. Les Russes aussi. C'est des gens qui se battent jusqu'au dernier, ils se bouffent entre eux plutôt que de lâcher, etc. C'est comme ça. Il y a une autre histoire de cette guerre là qui est épouvantable, c'est l'histoire du siège de Leningrad qui s'appelle Saint-Pétersbourg, je crois que j'en parlais avec l'un ou l'autre d'entre vous, où les Allemands vont attaquer les Russes, vont entourer Leningrad, qui va résister pendant 900 jours. Ils ne céderont pas.
pendant 900 jours. Et Leningrad est bien sûr plus petit que Kiev, avec moins de population que Kiev. Ce que je veux dire, c'est qu'une population qui veut se battre contre une armée infiniment puissante dans la ville, eh ben, elle peut se battre éternellement. Et Poutine s'en souvient, parce que Poutine était maire adjoint de Saint-Pétersbourg, et cette histoire-là, on l'a racontait tous les jours, la libération, grande fête pour expliquer la résistance. Donc ces choses-là, il les connaît. C'est pour ça qu'à mon avis, il n'attaquera pas Kiev. À mon avis, il n'attaquera pas Kiev, parce qu'il sait que c'est son tombeau, ce truc. Bon, reprenons les histoires plus amusantes, qui sont la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, c'est l'histoire, il faut être en train de la revivre quand même, mais d'une autre manière. Et ah si, j'ai oublié de vous raconter ça. Là, à un moment donné, les Américains vont réussir à passer. Est-ce que vous savez comment les Américains réussissent à passer la ligne Gustave? C'est évidemment une victoire française. C'est évidemment une victoire française. Mais c'est important. C'est-à-dire que les Américains n'arrivent pas à passer. Et donc, il y a le maréchal Juin, avec ses tabords marocains, a dit « Ok, c'est bien de bombarder. Moi, je vais faire preuve un peu d'intelligence. On va faire autrement. » Et donc, il va aller passer dans les défilés des Apennins avec ses troupes à pied et avec les mules qui portent les mortiers. Il va contourner. Il va réussir à passer. Les Allemands n'arrivent pas à l'arrêter juste parce qu'ils passent dans des petits cheminements, alors que les Américains veulent passer avec leurs chars, on les empêche. Lui, il passe de nuit avec ses mules. Il arrive à contourner complètement. Et à partir du moment où les Allemands sentent qu'ils ont été contournés, évidemment, ils s'en vont, ce qui fait qu'ils vont complètement quitter l'Italie et repartir au nord du Pô pour aller défendre, au fond, la rentrée par le Brenner et la haute vallée de la Dive. Là, c'est le débarquement, le 6 juin, avec les bombardements d'encagement du théâtre d'opération de manière à ce que les réserves n'arrivent pas. Donc on va enlever la liberté d'action aux Allemands pour qu'ils n'arrivent pas sur le théâtre d'opération. À partir du moment où les Allemands sentent qu'ils ont été tournés, ils vont reculer et Rome est pris le 5 juin 1944. Les Allemands y perpètrent, ils réalisent des massacres terribles, comme d'habitude, avant de quitter la ville. Ça, c'est la percée de Cobra, c'est la percée de Cobra, parce que les Américains restent bloqués 1 mois et demi là, donc ils vont lancer une grande opération à l'américaine, commandée par Patton, c'est-à-dire qu'ils vont vitrifier toute une partie de la Normandie, en particulier Saint-Lô et Avranches, qui sont totalement détruits par les Américains. Et sur le décombre de ces villes, les chars de Patton passent et réalisent la percée dite d'Avranches. À partir du moment où c'est percé, les Américains vont repartir vers l'Est pour détruire les réserves allemandes de Brest. Et Brest, on sait, ne va pas se rendre, ce qui va entraîner sa destruction, ce qui est terrible, parce que Brest, ça devait ressembler à Quimper, alors que maintenant, évidemment, ça ne ressemble à rien. Et puis, ils vont lancer l'attaque dans l'autre sens. Dans ce que je n'ai pas montré là, c'est que... Alors, je ne l'ai pas vu, mais le 15 août ici, il y a l'attaque, le débarquement de Provence. Le débarquement de Provence, à partir du moment où les Allemands sentent qu'ils sont pris au nord et qu'ils sont pris au sud, évidemment, ils ne peuvent pas rester dans le sud-ouest de la France, et donc ils vont décider de se mettre sur une ligne qu'ils peuvent défendre, donc ils vont s'installer sur les Ardennes et sur le Rhin. Là, on a une opération que vous connaissez peut-être, c'est l'opération Market Garden, qui a donné un film bien connu qui s'appelle Un pont trop loin. Et là, on voit l'hubris humain. C'est-à-dire que l'armée qui est en train d'attaquer, là, elle est commandée par Montgomery au nord et par Eisenhower au sud. Et Montgomery dit, moi, je veux prendre Berlin en premier. Je veux libérer Berlin, je veux être le libérateur de Berlin. Enfin, pas le libérateur, mais celui qui prendra Berlin pour que mon nom soit définitivement ancré dans l'histoire. Et donc, il va essayer d'aller plus vite qu'Eisenhower. Quel est le problème? C'est le problème des ponts. Pour passer le Rhin, il faut des ponts, sinon c'est extrêmement compliqué. Et donc, Montgomery va lancer une opération aéroportée avec 3 divisions sur les ponts qui sont un peu au sud d'Anvers, par là, pour les prendre. Une opération aéroportée, ça ne peut pas durer longtemps. Parce que les gars sautent, ils ont 10 kilos sur leur dos, 3 jours de vivres, 2 jours de munitions, ça ne peut pas durer. Donc une opération aéroportée, c'est toujours la même chose. Je lance les parachutistes et derrière, il faut que les chars rejoignent pour arriver à consolider. Et là, le calcul de Montgomery s'avère faux, ce qui fait que les chars n'arrivent pas, on va les voir, les chars n'arrivent pas à monter, et
donc les Allemands détruisent les 3 divisions aéroportées qui ont été lancées sur les ponts. Et on voit comme l'hubris, l'humain, intègre la stratégie pour faire des choses qui sortent même de la réalité. Là, les Allemands reculent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Hitler va tenter son dernier pari. Hitler pense encore qu'il peut repousser les Américains dans la mer du Nord. Donc il va demander à von Rundstedt de rassembler tous les chars dont il peut disposer et il va lui demander de lancer une grande attaque comme ça. Il lance la bataille des Ardennes, Battle of the Bulge, disent les Américains, et les Allemands gagnent. Le problème des Allemands, c'est qu'ils n'ont pas de pétrole d'abord. Et donc eux cherchent vraiment à prendre le pétrole des Américains pour avancer. D'accord? Et les Américains reculent. Et là, il y a une page assez belle de l'histoire de France, dans laquelle Eisenhower, qui commande non seulement l'armée américaine, mais tout le front, se dit, je ne peux pas laisser un saillant là, le saillant de Strasbourg. Strasbourg a été libéré le 23 novembre par Leclerc. Et maintenant, les Allemands sont passés au nord dans les Ardennes, et donc Leclerc se retrouve complètement avancé. Et donc, Eisenhower donne l'ordre à Leclerc de reculer pour arriver à faire une ligne de front correcte, à peu près à la limite des Vosges et en Lorraine. Et là, Leclerc dit au général américain, je suis désolé, mais moi je ne vais pas lâcher Strasbourg. Et évidemment, le général américain le dit, lâchez Strasbourg, vous l'avez pris, mais là il faut lâcher, parce que sinon militairement ça ne va pas. Évidemment, Leclerc téléphone à De Gaulle et lui dit, allez expliquer à Eisenhower que moi, quoi qu'il arrive, je ne quitterai pas Strasbourg. Et Leclerc, De Gaulle va voir Eisenhower, il lui dit, on est désolé, mais nous on ne quitterait pas Strasbourg. Pourquoi est-ce que Leclerc ne veut pas quitter Strasbourg? Parce que Strasbourg, c'est un symbole pour la France. À partir du moment où Strasbourg est libéré, c'est on est au coin, donc on est là, et c'est le rêve qu'il a donné lui-même à ses soldats, quand il est parti d'Afrique, nous irons libérer Strasbourg. Il avait fait jurer à ses soldats de ne déposer les armes, dit-il, que quand nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Donc pour lui, cette affaire-là, et pour toute l'armée française, Strasbourg, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit donc, moi j'ai pris Strasbourg, je ne lâcherai pas Strasbourg. Et la deuxième raison, toute la personne en France ne veut lâcher Strasbourg, on a repris Strasbourg. Et la deuxième chose, c'est que nous savons, nous, ce que les Allemands font à une ville qui est reprise après qu'elle ait été prise. Ils la détruisent et ils fusillent toute la population. Donc Leclerc dit, moi je mourrai avec les Strasbourgeois, mais je ne quitterai pas Strasbourg. Et Eisenhower, qui est intelligent, la preuve c'est qu'il sera 8 ans président des États-Unis, donc il a un certain sens politique, va dire, ok, je comprends bien, c'est pas un problème militaire, c'est un problème politique, eh bien on va supporter d'avoir ce croissant-là, et on va laisser les Français dans Strasbourg. Les Allemands avancent ici, là, et pourquoi est-ce qu'ils avancent? Ils avancent parce que Paderborn est en décembre 1944 et il fait mauvais. Et les Américains, je l'ai dit, sont bons à cause de leur puissance aérienne. Et quand il fait mauvais, je ne peux plus bombarder. Et là, les Allemands vont profiter du mauvais temps pour avancer et les Américains sont incapables de les arrêter. Alors Patton, qui commande la 3e armée un peu au sud, se dit, il n'y a qu'une solution, il faut demander au bon Dieu. Donc il va demander au bon Dieu. Vous savez que les Américains croient à 95%. Donc ils vont demander au bon Dieu. Donc ça s'appelle la prière de Patton, que vous pouvez Wikipédier, vous la trouverez. Donc il écrit une prière et il dit, et il va l'envoyer à chacun de ses 50 000 soldats, et en même temps, ils se mettent à genoux et ils disent la prière. Et cette prière est simple. En gros, je ne connais pas les mots, vous la retrouverez, c'est Dieu, toi qui aimes les Américains, porteurs de liberté et de droit, fais ouvrir ce putain de ciel. Que nous puissions bombarder ces salopards d'hitlériens et de nazis que tu ne peux pas aimer, donc il faut que tu nous ouvres le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça marche. Ça marche, tout le monde prie. Le ciel s'ouvre. Alors, je ne sais pas s'il a été copain avec le météorologiste, mais enfin, le ciel s'ouvre, et là, les bombardiers décollent, et là, ils écrasent complètement l'armée allemande. Ça, on sera fini cette fois-ci de l'armée allemande. À partir de là, il reste une dernière bataille à conduire par les Allemands, c'est la bataille du Rhin, parce que le Rhin, je me dis, c'est quand même un gros obstacle. Ils font péter tous les ponts, et coup de chance, pour les Américains, ils oublient d'en faire péter un. La manœuvre de destruction des ponts est toujours une manœuvre compliquée pour les militaires.
parce qu'il faut s'assurer absolument que toutes les troupes sont passées. Et donc, il y a une manœuvre de coordination qui est extrêmement compliquée. Il suffit qu'il y ait un poste après qui tombe en panne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, les Américains s'aperçoivent qu'il y a un pont qui n'est pas sauté. Donc, ils vont envoyer les commandos, ils vont prendre le pont, tout de suite, ils envoient des blindés. Et à partir de ce moment-là, eh ben, le Reich va s'écrouler. On avance. Les Russes. Voilà, fin de la guerre, et Eisenhower va s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'Eisenhower ne va pas jusqu'à Berlin? Il aurait pu aller jusqu'à Berlin. Il ne va pas jusqu'à Berlin, simplement parce que la population américaine ne veut pas faire cette guerre. Et en permanence, Roosevelt va communiquer pour dire c'est votre guerre, oui, vous avez des soldats qui meurent, mais c'est pour vous. Mais il a dit on va détruire l'armée allemande. On ne lui a pas dit on va jusqu'à Berlin, on va casser, on va tuer les nazis en détruisant l'armée allemande. Et à partir du moment où cette armée est détruite par les soviétiques et par eux, il dit moi je ne peux pas imposer à mon peuple, d'ailleurs il ne me soutiendra pas, d'aller jusqu'à Berlin. J'ai obtenu mon objectif, je n'irai pas plus loin. Ce qui prouve que dans cette affaire-là, contrairement à Churchill qui a bien compris, qui cherche à pousser Roosevelt à lancer ses troupes jusqu'à Berlin, lui il a compris ce qui allait se passer avec les soviétiques qui arrivaient, et Eisenhower dit non, je n'irai pas. Et donc le rideau de fer, au lieu d'être où il aurait dû être derrière Berlin, il va se situer au milieu de l'Allemagne. Et on a eu avant la conférence de Yalta, dans lequel Roosevelt il ressemblait un peu à Biden, si vous voulez. Le mec il tremble comme ça, il se casse la gueule tout le temps, il est comme Biden. Il n'est pas du tout en forme. Et donc quand Staline, qui lui est en forme, lui demande la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, Roosevelt dit ok oui tu prends tout ça, il n'y a aucun problème quoi. Et donc en fait ces deux hommes un peu semblables, ce qui fait que sur la faiblesse et la vieillesse de Roosevelt, va se dessiner la nouvelle carte de l'Europe. À partir, comme quoi les affaires se résument à des affaires humaines tout le temps en stratégie. Ensuite, l'Allemagne va être divisée en quatre zones, une zone russe, une zone britannique, une zone américaine et une zone française dans laquelle personnellement j'ai eu la chance de servir la France pendant 10 ans. Et c'était plutôt sympa parce que le sud de l'Allemagne, c'est quand même plutôt un beau pays. Bon, voilà l'histoire. Maintenant, on va reprendre l'histoire dans un autre sens et essayer de comprendre comment ça a été construit intellectuellement par des décideurs qui ont fait des paris et qui ont en permanence décidé dans l'incertitude. Je vous demande une seconde